L'exposé que je vais vous présenter, donc pleine de jeu de la participation au projet, se déroule en deux parties. Donc, dans une première partie, on va voir des exemples de participation citoyenne. Et dans une seconde partie, nous verrons des aménagements de plaine de jeu qui ont intégré un processus de participation citoyenne. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a un intérêt à associer les habitants et les usagers au processus d'élaboration d'un projet d'aménagement de leur quartier. Quel est l'intérêt donc d'un processus de participation citoyenne? Ça permet de profiter de l'expérience et de l'expertise des habitants. Les habitants, ils ont une bonne expérience du vécu du quartier et ça permet de comprendre les usages au-delà des caractéristiques purement physiques du lieu. Ça permet aussi d'identifier les enjeux, donc les atouts et les faiblesses d'un quartier. Ça permet de favoriser l'adéquation des aménagements futurs, car ils correspondent mieux aux besoins et aux désirs des habitants et des usagers. Donc ça permet dans le futur d'assurer une meilleure appropriation des lieux. Donc le but de la participation citoyenne, c'est pas de se substituer au pouvoir décisionnel, mais c'est de vraiment faire émerger de façon intelligente et conviviale une expertise qui servira à définir le projet et qui aidera les aménageurs dans la conception. Qu'est-ce qu'on entend au juste par participation citoyenne? Donc derrière ce terme se cache une multitude de réalités différentes. Ça peut aller de la simple information jusqu'à l'implication des usagers et des habitants du quartier dans le projet. On va donc essayer de montrer différentes formes de participation citoyenne qui pourraient être mises en place dans l'aménagement de plaine de jeu. Donc en partie 1 de cet exposé, je vais vous montrer des exemples de participation citoyenne. Ensuite, nous verrons rapidement la mise en œuvre et avant d'aborder la partie 2 de l'exposé, nous parlerons d'occupation temporaire. Un premier exemple, donc, c'est tout simplement la rencontre bilatérale, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de rencontrer individuellement les personnes ressources qui sont en quelque sorte les experts du quartier ou alors les experts d'une thématique importante qui concerne le projet. Donc ces rencontres, elles sont indispensables pour permettre au bureau d'études d'appréhender le quartier et de rencontrer donc les personnes ressources du projet. Donc ça peut par exemple être un directeur d'école, un service public de mobilité, un responsable d'un club sportif, un éducateur de rue, la police, etc. Donc de multiples rencontres peuvent être programmées avec un maximum de personnes ressources. Même si l'entretien peut rester ouvert, mais il faut quand même préparer un petit peu les questions que l'on se pose, le type d'informations que l'on cherche, etc. Donc un autre type de processus participatif, c'est l'atelier thématique. Donc cette forme de participation, ça permet de rencontrer un public particulier sur un sujet précis. Donc dans le cadre de notre exposé, il s'agirait par exemple d'animer un atelier avec une ou plusieurs classes d'école en vue d'aménager le projet de plaine de jeu. Donc sur la DIA, on voit le bureau Suède 36, qui est un bureau d'études spécialisé en architecture et urbanisme et habitué à monter collectivement les projets d'aménagement d'espaces publics à l'aide d'outils de participation citoyenne. Donc là, on voit qu'il a organisé un atelier thématique avec une classe qui était située à proximité du projet de conception d'un maillage ludique à Saint-Gilles, dont on parlera tout à l'heure. Donc les ateliers thématiques, ça permet aussi d'aller vers les citoyens dans les lieux, dans des réunions, des activités où ils se trouvent déjà. Donc pour citer un autre exemple, un atelier thématique pourrait se faire dans une maison des femmes ou dans un centre d'alphabétisation. Donc les méthodes pour animer ce type de groupe, évidemment, diffèrent du public et du profil des personnes qui participent à ces ateliers. La marche exploratoire, là il s'agit d'une promenade, donc sur le terrain ou aux alentours du projet futur. Cette promenade rassemble en général un petit groupe d'usagers et d'habitants représentatifs du quartier. Donc c'est une sorte de promenade diagnostique. Et si on est plus avancé dans le projet, ça permet aussi de confronter de confirmer certaines hypothèses du projet à la réalité du terrain. Donc ça permet
d'élargir un peu la perception du terrain et de se confronter à la réalité des lieux étudiés. Ça, par exemple, lors d'une marche exploratoire, donc on peut faire ressortir des besoins, des situations problématiques, des éléments qui sont à valoriser. En général, on est équipé d'un appareil photo et on donne aux participants un carnet, ou en tout cas par groupe de participants, un carnet sur lequel ils consignent un petit peu toutes leurs remarques, et on fait des photos des remarques, et en même temps on annote sur le plan les points d'arrêt et les objections ou les centres d'intérêt qui ont été consignés. Là, sur la DIA, on voit une marche exploratoire qui était faite dans le cadre du contrat de quartier Sceptre à Excel, donc il s'agissait d'aménagement d'espaces publics. Alors l'enquête, ça c'est un processus qui est plus rare, mais qui se fait quand même aussi de temps en temps dans le cadre de processus participatifs. Elle est intéressante en fait pour récolter une impression générale et un premier coup de sonde auprès des usagers. Donc pour le bureau d'études, ça peut être une manière de s'imprégner du lieu à étudier. En général, il faut prévoir des formulaires courts, des questions assez simples. Et il faut essayer de rencontrer un maximum de profils différents d'usagers et d'habitants du quartier, et aussi à des moments différents, donc en journée, en semaine, le soir, le week-end, hein, dans des clubs de sport, dans des écoles de devoirs, hein, dans des rassemblements culturels, etc. Hein, dans des homes aussi. Donc c'est vraiment un prétexte pour rentrer en contact avec les usagers de l'espace public et pour mieux intégrer le lieu à étudier. Donc ça permet aussi au bureau d'études de repérer des personnes ressources qui pourraient être intéressantes d'impliquer dans d'autres processus de participation citoyenne, comme par exemple les ateliers thématiques. Alors, on est maintenant dans la phase de définition du projet, c'est-à-dire la phase dans laquelle on va commencer à définir des options d'aménagement, dessiner des esquisses du projet. Donc là, les bureaux d'études, en général, organisent des groupes de travail, mais qui sont des groupes de travail qui rassemblent plutôt des experts, même s'ils sont présents des représentants des habitants. Mais, par exemple, ça peut être un groupe de travail sur la question de la gestion des eaux ou l'éclairage public. Donc, on va faire venir des experts sur ces questions précises et on va confronter les 2-3 esquisses avec ces experts et les personnes présentes lors de ces groupes de travail. À côté des groupes de travail, il y a aussi évidemment, tout au long du processus du projet, un dialogue permanent entre le bureau d'études et la maîtrise d'ouvrage. Lors de ces réunions, le bureau d'études va d'abord présenter le diagnostic du projet, puis il va présenter des esquisses, puis il va rentrer de plus en plus loin dans le projet jusqu'à arriver à la faisabilité financière. Donc, il y a vraiment un aller-retour du bureau d'études à la fois à la rencontre des citoyens, des usagers du quartier, et puis de l'autre côté, la maîtrise d'ouvrage. L'objectif étant d'arriver à un projet partagé, à un consensus sur le projet, sans nécessairement arriver à un compromis. Donc, c'est ça toute la difficulté, c'est d'arriver à concilier les différentes opinions qui ne sont pas toujours convergentes. On est maintenant au stade feedback du processus participatif. Donc à ce stade, le bureau d'études va mettre en forme spatialement les options prises d'aménagement pour le projet et les différents scénarios. Donc dans cette phase, le bureau d'études revient vers le public plus large et comme tout le monde n'est pas capable de lire un plan, idéalement le bureau d'études va produire une maquette ou 2 maquettes des scénarios proposés, il va les confronter il va revenir vers le public qu'il avait rencontré au préalable. À côté de cette maquette, le bureau d'études peut aussi présenter des plans, des coupes, des images 3D qui vont venir illustrer la proposition. Donc on l'a dit, le bureau d'études retourne d'abord vers les mêmes personnes ressources et groupes qui ont participé aux premières phases du projet, mais ensuite, il va aller vers un public beaucoup plus large par le biais de permanence dans l'espace public. Donc, par exemple, aller sur un marché ou à la sortie d'un supermarché ou d'une école dans une salle communale. Et l'objectif est d'aller à la rencontre de la population et des usagers du quartier concerné par le futur projet.
et d'expliquer l'esquisse du projet aux habitants qui n'ont pas nécessairement été impliqués dans les différentes phases du processus de participation. Donc avec les permanences dans l'espace public, on est plus de l'ordre de l'information, on n'est plus dans la coproduction de projets. Et enfin, il y a bien entendu tous les réseaux sociaux qui peuvent fonctionner comme un bloc illustré et informatique et qui peuvent accompagner le projet tout au long du processus, depuis la conception jusqu'à la réalisation et même au-delà. On pense justement à la question par exemple de l'entretien des plaines de jeux, mais ça pourrait être aussi une plateforme citoyenne sur laquelle il y a une sorte de veille permanente de l'état du lieu. Alors une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur le projet, évidemment il y a maintenant la phase mise en œuvre. Donc c'est pas le but de l'exposé ici de présenter en détail cette phase-là. Bon, il faut savoir que ça comprend le permis d'urbanisme, le dossier d'appel d'offres, le chantier et enfin l'inauguration qui en général, idéalement, le bureau d'études pourrait reconvoquer les citoyens, les mobiliser pour faire une fête sur le lieu le jour de l'inauguration. Et enfin, il y a toute la phase gestion, évolution du projet. Donc, je venais de parler que, par exemple, sur la page Facebook ou un autre réseau social, il pourrait y avoir une mise en veille permanente de l'évolution du projet dans le temps. Avant de vous présenter les projets d'aménagement de plaines de jeux, j'aimerais vous parler un peu de la notion d'occupation temporaire qui a tout son intérêt dans ce qui nous concerne. Donc, en général, on a vu que la réalisation d'un projet d'aménagement comprend généralement une longue phase de planification. Et on remarque aujourd'hui que de plus en plus d'acteurs publics et privés gèrent ce temps long par une occupation temporaire de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on entend par occupation temporaire? Donc, on peut dire en tout cas que l'occupation temporaire signifie l'action d'occuper un lieu, mais on entend derrière qu'il y a une limitation dans le temps. Donc, ça peut durer quelques heures jusqu'à plusieurs années. Donc, par exemple, ça pourrait être un concert de musique qui pourrait être mis temporairement, donc le terrain pourrait être ouvert à des jeunes pour faire des concerts de musique. On parle aussi de gestion transitoire. Donc, il y a également une limitation dans le temps, mais dans la gestion transitoire, il y a une notion de passage d'un état à l'autre. Par exemple, on peut imaginer de tester un type de végétal sur le terrain, et si ça s'avère concluant, ça sera intégré dans le projet. Et enfin, on peut distinguer l'expérimentation programmatique, qui en fait, ça permet lorsque le développement du site, le projet n'est pas encore clairement défini, de tester des usages sur le site, d'essayer des nouveaux, par exemple, modèles de plaines de jeux, de vérifier s'ils correspondent vraiment aux besoins des habitants. Donc ça va permettre vraiment de nourrir la programmation du projet, de nourrir le projet et la réflexion sur le projet. On peut dire en quelque sorte que l'occupation temporaire est un peu la version légale et non contestataire des squatteurs. L'occupation temporaire, ça permet d'améliorer à court terme l'image qui est associée à un lieu. Ça diminue le sentiment d'insécurité si le site est délaissé. Ça permet aussi d'amorcer la participation des usagers d'un projet futur sur le terrain. Alors sur la photo aussi, sur la dia, on voit le collectif Two Stand qui, en partenariat avec Bruxelles Environnement, occupe temporairement l'allée du Cail à Bruxelles. Il y a environ 40 000 visiteurs par an et il y a une trentaine d'organisations qui viennent occuper le site. Il y en a peut-être parmi vous qui ont connu le Blup, qui est une des premières occupations temporaires en Belgique. C'était un petit espace itinérant qui était construit en résine polyester avec un socle en béton et en acier. Et en fait, les enfants pouvaient rentrer dans le Blup. On le retrouvait dans différents espaces publics, principalement à Bruxelles et en Wallonie. Et les enfants qui montaient dans le Blup, ça faisait une réflexion sur la ville, sur l'architecture en général. Donc il y avait beaucoup d'enfants d'écoles, des associations et ça qui ont connu ce blog. Et plus récemment, il y a le projet See You AXL. Donc là, c'est en attendant l'aménagement futur des casernes Frix. La société d'aménagement urbain a désigné un prestataire pour assurer l'occupation temporaire du site. Et donc depuis son ouverture en 2019, il y a eu à peu près 350 activités qui ont accueilli plus de 100 000 visiteurs.
C'est la fin de la partie 1 de l'exposé, donc qui portait sur différentes formes de participation citoyenne, et on a aussi vu différentes occupations temporaires de sites. Dans la partie 2 de l'exposé, nous verrons donc l'aménagement de plaines de jeux qui ont été réalisés par le bureau d'études Suède 36.